Lundi 21 novembre 2022, merci de préférer ESAE TV, les titres du journal. Le parti politique Les Démocrates participe désormais aux élections législatives de janvier 2023. La formation politique a reçu son récépissé définitif le samedi 19 novembre dernier. Quels sont les enjeux politiques de la participation de cette formation politique aux élections législatives de janvier 2023? On en parle avec notre invité ce soir, Moïse Dosoumou. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce lundi 21 novembre 2022 au positionnement des logos des partis politiques sur le bulletin unique du scrutin législatif du 8 janvier 2023. Des précisions dans ce 19h. En sport, la troisième journée de la Ligue professionnelle du Bénin a connu son épilogue ce week-end. Les policiers ont renoué avec la victoire en s'imposant 1-0 face à Sitatunga FC. Le point de la rencontre dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Je l'annonçais à la une de ce journal. L'invité de ce lundi 21 novembre 2022 reçoit pour vous Moïse Dosoumou. Il est chroniqueur politique. Avec lui, on parle des enjeux politiques, de la participation de la formation politique Les Démocrates pour les élections législatives de janvier 2023. Bonsoir à vous, Moïse Dosoumou. Bonsoir Atifa, bonsoir mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, la Sénat a délivré le samedi dernier le récépissé définitif au parti de l'opposition, les démocrates. D'entrée, dites-nous votre appréciation face à cette actualité. Je pense que si la Sénat l'a fait, c'est parce que la Cour l'a autorisé. Parce sûr. que dans un premier temps, la Sénat avait déjà invalidé cette liste. Donc, s'il ne tenait qu'à la Sénat, les démocrates n'iraient pas justement à ces élections-là. Et c'est heureux que la Cour ait rétabli plus ou moins cette injustice-là, parce que ce serait vraiment, je ne dirais pas terrible, mais c'est comme si pour une seconde fois de manière consécutive, on empêchait justement la compétition électorale. Parce que déjà en 2019, on n'a pas eu ça. Il fallait espérer qu'il y ait ça. Parce que quand tout le monde est appelé à participer à une compétition électorale, du coup, ça calme toutes les tensions. Chacun se retrouve plus ou moins dans les listes de candidature et le vote devient une fête, comme ça l'a toujours été depuis 1990 jusqu'à un passé récent. Donc on espère vraiment que cette tendance va continuer et que quand il y a élection, l'une partie du peuple, bien des candidats ne vont pas se sentir bien penser qu'ils pourraient être exclus et que dès qu'on dit qu'il y a élection, celui qui remplit les conditions normales puisse être autorisé à y participer. Je pense que ça va de soi dans une démocratie. Bien sûr. Alors, on parlait tout à l'heure de l'avis de la Cour constitutionnelle qui a été d'ailleurs favorable au parti Les Démocrates. Dites-nous comment comprendre cette décision et quelle sera la suite, selon vous, pour le parti Les Démocrates dans le processus électoral. Pour moi, ça a été une surprise et je pense que ça a été le cas pour beaucoup d'autres. Parce que j'étais de ceux qui pensaient que déjà avec cette affaire de quitus fiscal, que ce parti, qu'on a trouvé l'astuce pour empêcher le parti, je préfère dire les choses ainsi, qu'on a trouvé l'astuce pour empêcher le parti de participer à ces élections. Fort heureusement, on ne sait comment le miracle s'est opéré et que c'est notre fameuse Cour constitutionnelle qui autorise ce parti à y aller. C'est heureux. Si c'est le déclic, c'est heureux. Parce qu'après tout, c'est le Bénin qui gagne. Tout à fait. Ce qui change, c'est que les démocrates qui étaient exclus par la Sénat participent maintenant à ce scrutin. Ce qui change, c'est qu'enfin,
beaucoup de Béninois pourront sortir d'eux-mêmes et aller voter. Et c'est qu'enfin le taux de participation aux élections depuis, disons, 2019 va évoluer sensiblement et qu'enfin la parenthèse d'une législature monocolore sera fermée et qu'on aura des représentants de toutes les sensibilités politiques dans la prochaine Assemblée nationale. Pour moi, c'est très important. Ok. Alors dites-nous, est-ce que vous pensez que les démocrates ont une chance de remporter ces élections ou tout au moins avoir les 10%? Je ne suis pas devin, mais je pense, tel que les choses se passent, à écouter les uns les autres, à sonder un peu les réseaux sociaux, les commentaires par-ci, par-là, depuis la décision de la Cour, je n'ai pas de doute que les démocrates puissent avoir les 10%. Je ne dirais pas qu'ils auront d'office la majorité, qu'ils auront le perchoir, je n'irai pas jusque-là. Oui. Mais si c'est sur la question des 10%, je pense que c'est déjà un acquis. Et que ce qu'il faut qu'ils fassent maintenant, c'est travailler justement à asseoir une certaine majorité confortable pour qu'ils prennent le perchoir. Et si ça arrivait, ce ne serait que justice. Parce que empêcher déjà en 2019, s'ils reviennent en force de cette manière, c'est tant mieux pour la démocratie. Il faut de la contradiction pour que les choses avancent. Il faut de la contradiction pour que les uns sentent, peut-être qu'ils ne sont pas les plus intelligents, mais qu'ils sont en erreur. Il faut de la contradiction. C'est en confrontant les idées qu'on trouve le juste milieu, qu'on trouve la bonne direction. Mais quand la pensée est unilatérale, ce n'est pas intéressant, surtout quand c'est un peuple qu'on dirige. Il faut écouter toutes les sensibilités, il faut que tout le monde apporte sa pierre pour que ça puisse marcher véritablement. Alors, pensez-vous réellement qu'on pourrait avoir une mouvance et une opposition pour le prochain Parlement? À moins que la ruse et la rage interviennent encore pour qu'à terme, les démocrates soient invalidés ou bien qu'on puisse carrément invalider leur suffrage, à moins que ça advienne parce qu'on n'est jamais à l'abri de toute surprise. À moins que ça advienne. Mais si ce n'est pas le cas et que tout se passe tel que on est en train de le voir et que ça va jusqu'à son terme, je n'exclus pas le fait que les démocrates soient représentés à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il y a un piège, je ne dirais pas un piège, je dirais un risque. Parce qu'il se dit, ça et là, parce que jusque-là, la liste du Parti Les démocrates n'est pas encore rendue publique, on ne connaît pas les candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Et j'entends dire avec insistance que le parti aurait négocié pour enlever certains candidats jugés trop charismatiques, trop gênants, trop populaires, y mettre d'autres, et que c'est ça qui leur a valu le fameux, disons, quitter sur la cour. Même si c'était le cas, je pense que même sans aller dans le fond de cette compromission en griffe, si c'était vraiment vérifié, je n'irai pas jusque-là, mais même si c'était le cas, le simple fait de voir ce parti participer suffit, à mon avis, pour qu'ils aient les 10%. Et si l'hypothèse que je mets est vérifiée, c'est au parti de travailler sa communication lors de l'élection pour que ça ne frustre pas éventuellement les électeurs de ces candidats jugés un peu trop charismatiques, pour que ceux-là, d'un moment d'ensemble, voient le parti et non les individus à y voter. Parce que n'oublions pas, en 2015, on a connu plus ou moins, je ne dirais pas ce cas de figure, mais c'est vrai que les élections législatives, c'est le parti, c'est les candidats. Mais ça n'empêche qu'il y a eu des têtes fortes en 2015, je parle de Léandre Sego notamment à Cotonou, très charismatique, mais qui a échoué en face d'un certain candidat Zanaï, d'un Joseph de Gbenou et d'un Obimé Epifan qui n'était même pas connu au bataillon. Donc les gens pourraient voter le parti juste comme ça parce qu'ils ont maintenant l'impression de pouvoir enfin voter utile. C'est possible. Donc c'est au parti de savoir comment manœuvrer sa communication lors de ces élections pour que ces couacs-là, bien ces compromissions, si c'était vérifié, j'insiste encore là-dessus, ne viennent pas justement les empêcher de réaliser un bon score électoral. Ok, alors dernière question, quelles sont vos espérances pour ces joutes électorales? C'est que les fêtes électorales soient d'actualité, comme ça a été le cas de 1990 à 2016. Qu'on assiste à une vraie fête électorale, que les uns et les autres, toutes les listes se confrontent, qu'on ait des débats d'idées, qu'on ait des projets de législature qui s'expriment et que les citoyens comprennent plus ou moins ce qui se passe avant d'aller faire le vote. Il ne faudrait pas qu'on vote encore par l'émotion, même si on doit voter le fils du terroir, même si on peut voter le parti plutôt, mais il faudrait quand même qu'on vote l'intérêt du peuple. Il faudrait qu'on vote pour des gens, pour des députés plus ou moins dignes, qui sont censés comprendre les lois, les expliquer avant de pouvoir faire des votes, qui sont censés comprendre tout au moins le budget de l'État avant de pouvoir exprimer leur opinion et qui sont censés contrôler l'action du gouvernement. Il ne faudrait pas envoyer des gens juste pour la forme qui vont s'affubler du titre de député, d'honorable, qui vont juste encaisser leurs sous et ne rien faire du tout et attendre la fin de la législature pour revenir encore revoir les populations. Qu'on envoie des personnes utiles, des personnes qui aiment ce pays et qui sont prêtes justement à réfléchir, à trouver des idées, à proposer des alternatives et à confronter le gouvernement dans ses actions quotidiennes. Ce n'est que comme ça qu'un pays pourra avancer. Ce n'est que comme ça qu'un pays pourra avancer. Alors, merci beaucoup pour toutes ces explications.
Je rappelle que notre invité est Moïse Dosoumou, il est chroniqueur politique. Merci à vous d'être passé sur le plateau. On espère vous revoir très très prochainement. Pas de souci. Alors, fin de la première partie de ce journal, la suite de l'information dans un instant. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais au sommaire de cette édition. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce lundi 21 novembre 2022 au positionnement des logos des partis politiques, sur le bulletin unique du scrutin législatif du 8 janvier 2023. On retrouve sur la première ligne les partis Mouel Bénin, FCBE et les démocrates. Ensuite, l'UPR et l'UDBN, intercalés d'un code QR et du sceau du Bénin, sont positionnés en deuxième ligne. Enfin, le parti MPL et le BR occupent les deux dernières places. Rappelons qu'au total, 7 partis politiques participent aux élections législatives de janvier 2023. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, informe que les partis politiques régulièrement enregistrés au Bénin doivent, en dehors du siège national, se doter de sièges fonctionnels dans tous les départements du pays. À travers un communiqué en date du 9 novembre 2022, Alassane Seydou invite tous les partis politiques en lice pour les élections à se conformer à cette exigence de la réforme du système partisan. Selon le même communiqué, les formations politiques qui ne se seraient pas conformées perdront le bénéfice du financement public de l'État. Elles courent également des risques de suspension ou de dissolution. La comédienne et réalisatrice béninoise Tella Kwamaou est à l'honneur à l'Institut français du Bénin cette semaine. Le film « Il va pleuvoir » sur Conakry, dont elle est l'actrice principale, et la pièce « Maison de poupée » qu'elle met en scène sont au programme le mardi et vendredi prochain. Pour annoncer l'événement, elle a rencontré les hommes des médias le vendredi dernier. Carles Kitome pour le compte-rendu. Pour aller à Cuba, j'avais un passeport béninois. Et à Cuba, ils se demandaient c'est où le Bénin. Quand j'ai sorti mon passeport béninois. Donc d'une manière ou d'une autre, je suis un peu, en tout cas, je m'autorise à me dire je suis un peu une ambassadrice du Bénin. La comédienne béninoise Tella Kwamaou sera à l'honneur tout au long de cette semaine à l'Institut français du Bénin à travers le film Il va pleuvoir sur Conakry et la pièce La Maison de poupée. Où on a essayé de représenter les différents personnages comme on pouvait et avoir l'histoire adaptée en 1h45 comme on pouvait avec de la danse, la musique et tout. Et voilà, le spectacle a été bien accueilli aussi comme le film et ça a été un bonheur pour moi. Donc c'est toujours un bonheur de me retrouver encore sur un autre projet avec Tella, parlant aussi de la gente féminine, parlant du point de vue de la tradition, parlant du point de vue de la société sur la femme, le regard qu'on a sur l'être humain, la femme en tant qu'être humain, qui est vue autrement par d'autres personnes comme des éléments d'instruments et tout ça. Voilà, ce sont les éléments qui vraiment m'ont touché vraiment dans ces deux projets et je pense que quelque part quelque chose m'a parlé avec Tella sur une maison. Deux œuvres qui mettent en scène un groupe de professionnels rompus à la tâche. Et c'est beaucoup plus agréable de travailler avec des gens avec qui on a partagé quelque chose, où les choses se sont bien passées. Et il est important pour moi, puisque je viens du théâtre, de former une famille professionnelle. J'ai eu cette chance d'avoir travaillé avec cet homme merveilleux qui est Cheikh Fantamadi Camara, qui est le réalisateur du film Il va pleuvoir sur Conakry, et qui nous a inculqué à Alex Ogou, à Fatoumata Diawara et à moi cette notion de famille. Son premier film, ça a été avec nous trois. Son deuxième film, ça a été avec nous trois. Il écrivait pour nous. Et c'est à l'image de ces grands metteurs en scène, réalisateurs que j'admire. Donc ce casting pour moi, c'est à l'image de mon parcours, c'est des gens qu'on rencontre, c'est des gens qu'on aime, c'est une famille pour moi. Ces œuvres qui mettent en lumière la comédienne Tella Kwamaou sont programmées le mardi 22 et le vendredi 25 novembre à l'Institut français du Bénin.
Les responsables de l'Institut français ont profité de la présence des hommes des médias pour présenter le projet Novembre numérique. Le récit, c'est toujours avec Carles Kitomé. C'est devenu à la fois un outil de communication, un outil de recherche, un outil mais aussi d'accès à la connaissance et de fabrication de nouveaux langages. Notamment, c'est un outil qui peut être au service de nouvelles esthétiques artistiques, que ce soit en art visuel ou en spectacle vivant. Et donc, le mois de novembre a été choisi. Le numérique s'invite et s'impose dans les arts virtuels. Il fait actuellement l'objet d'une exposition dénommée Escapade Voyage au cœur des cultures numériques. Une exposition ouverte à l'Institut français de Cotonou du 9 au 29 novembre prochain. Elle a commencé l'année dernière et donc elle est jusqu'à novembre 2023. Cette expo en fait rassemble 28 œuvres qui sont à la fois des œuvres interactives, visuelles ou sonores. Elles sont toutes numériques, donc il n'y a aucun objet qui voyage dans le monde. En fait, c'est une expo en kit et vous avez à télécharger tout. Si vous voulez l'organiser chez vous, vous pouvez télécharger toutes les œuvres sur un serveur de l'Institut français et tous les droits de tous les artistes, toutes les œuvres qui sont proposées sont déjà négociées pour le monde entier pour 2 ans. Et vous pouvez imprimer également toutes les fiches, les cartels d'expo, les affiches, etc. Donc voilà, c'est une expo clé en main, mais qui demande quand même du travail. Et il faut mettre autant d'écrans que d'œuvres à disposition. Donc c'est assez malin comme principe, parce que ça permet vraiment d'avoir l'expo en même temps dans plusieurs lieux dans le monde. Cette exposition rappelle d'entrée l'histoire de l'Internet, les nouvelles applications et la déshumanisation de la société. On est dans la partie qui parle des datas. Les datas, c'est vraiment très d'actualité. On parle beaucoup des données, en fait, de l'exploitation de nos données. Aujourd'hui, c'est les nouvelles richesses, le nouvel or noir, le nouveau pétrole. C'est plus le pétrole, c'est les datas, c'est les données. Et là, ce sont les premiers pirates qui ont détourné le réseau téléphonique AT&T aux États-Unis, le premier réseau, le plus gros réseau téléphonique mondial dans les années 60. Et c'était des aveugles. Ça s'appelle MOA. MOA, M-O-A, c'est My Own Assistant. C'est d'ailleurs mon assistant personnel. C'est une application de réalité augmentée, vous voyez, c'est ici. En fait, on filme, on scanne tout, et il y a des animations qui apparaissent dans le truc. Si on regarde comme ça, là il va y avoir d'autres animations, etc. Je viens de recevoir une alerte de la banque, donc tu étais déjà à la limite, il faut que tu fasses attention à ça. Donc, en fait, c'est un assistant personnel toute la journée qui nous donne mes conseils. Vous voulez aller chercher les enfants à l'école, attention, tu dois aller chercher des enfants à l'école à 16h, mais avant, il faut que tu ailles acheter du pain et que tu fasses ça. Donc tu vas pouvoir prendre le train jusqu'à tel endroit, et toute la journée. L'exposition marquant le novembre numérique 2022 reste ouverte et des guides disponibles pour des visites. On parle spiritualité dans cette édition. La femme en période de menstruation regorge d'une force qui n'est pas des moindres. Elle a le droit de se contrôler et de contrôler ce qui sortira de sa bouche. À ce propos, je vous invite à suivre le métaphysicien Léon Todjinou pour plus d'explications. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. La menstruation, spirituellement parlant, c'est une période que Dieu même a établi dans le règne de la femme, ce qui permettra à la femme d'évacuer les énergies négatives qu'elle a pu emmagasiner lors de la période mensuelle pendant 1 mois. Ce que la femme a semé en elle, puisque la femme, spirituellement, elle a de taille et elle est de taille. Je vais utiliser les deux auxiliaires. Elle a de taille et elle est de taille. Pour les deux, je dirais que elle dégage par les menstruations une force qui est une énergie spirituelle, à la fois négative et à la fois positive. Et cette énergie est utilisée dans d'autres domaines spirituels. Je ne veux pas dire que c'est une période néfaste pour le couple, mais seulement qu'il y a des règles religieuses, les règles spirituelles de l'OMT. Quand je parle de l'OMT, ordre mystique de la tradition nous exige certains comportements vis-à-vis d'une femme en menstruée,
les comportements spirituels aussi qu'elle aussi doit adopter de son côté. Et quel est le comportement aussi que son mari aussi doit apporter. Au temps de nos aïeux, nous avons entendu, et cela s'applique encore dans certaines traditions ou dans certaines régions de notre milieu africain. Et nos aïeux avaient une case où chaque maison avait une conception réservée uniquement pour les femmes en période de menstrues. Et quand elles tombent, elles voient cette période, elle quitte la cour commune et elle va se recaser. Elle va communément en quarantaine de 5 ou de 6 jours. Elle finit carrément, ça fait 7 ou 8 jours. C'est-à-dire après, il y a les menstrues qui durent 4 jours, d'autres qui durent 5 jours. C'est-à-dire, tu fais 3 jours. Après tes jours de menstruation, tu ajoutes encore 3 jours. Alors ça te revient peut-être à 8 jours, peut-être à 7 jours. Et tu subis une forme de purification à base de l'hysope ou du sel béni ou de tout type de produit mystique qui peut purifier le corps de la femme. Et après cette purification, cette femme peut se rejoindre, peut regagner la cour commune de son mari. Elle ne doit pas normalement dormir dans le lit conjugal. Elle ne devrait pas normalement préparer aussi à son mari afin de détruire la force masculine qui fait régner, qui fait porter le pantalon de son homme dans la cour. Si tu es une femme et que dans les périodes, il y a des gestes que tu fais, votre couple sera un peu menacé sous l'effet de la tension. Parce que l'énergie que vous dégagez en ce temps n'est pas une bonne énergie. Maintenant, une autre application spirituelle peut rechanger la direction de ces énergies négatives en protection pour ton homme. Bon, les sachants le savent, tout ce qu'on peut en faire spirituellement avec ce que nous sommes en train de dire. Je ne dirai pas ici parce que ce que je dis, c'est public. Mais quand on s'approche vers les sachants en leur demandant quels sont les bienfaits d'une menstruation ou de beaucoup de choses concernant la menstruation, nous pouvons vous le dire dans notre bureau en privé, mais pas ici. Mais tout ce que vous devez savoir est qu'une femme en menstruée doit savoir parler. On parle sport dans cette édition. La 3e journée de la Ligue professionnelle du Bénin a connu son épilogue ce week-end. Les policiers à domicile semblent retrouver leur force, après leur première défaite face à Aspac. Ils ont renoué avec la victoire à domicile en s'imposant 1-0 face à Sitatunga FC. Reportage Colombe Oussou. AS Police a surpris Sitatunga 1-0 et enchaîne avec une deuxième victoire en cette 3e journée de la phase allée de la Ligue professionnelle de football. Au bout d'une première mi-temps intense, l'AS Police prend l'avantage suite à une erreur défensive de Sitatunga. Annie Benjamin Michael profite du contrôle manqué du gardien de but Batori Douyeme pour offrir la victoire aux siens. Technique, les joueurs de Sitatunga vont acculer les policiers, multiplier les offensives sans jamais parvenir à recoller au score. Les deux formations se quittent avec des sentiments partagés et font déjà des projections sur la prochaine journée. Pour la rencontre de ce soir, on avait en face de nous une équipe tactiquement disciplinée, mais avec les stratégies et comment appelle-t-on d'attaque, nous sommes arrivés finalement à presser et deuxième partie, on a essayé de garder le même rythme et finalement on a essayé de gérer le score jusqu'à la fin, 1-0. Et probablement le 26 contre Coton, on reçoit encore et je vous promets que par la grâce de Dieu, Inch'Allah, nous allons enchaîner une 3e victoire. Le football c'est ça se peut cash. Quand vous trouvez des opportunités que vous ne les concrétisez pas, allez de l'autre côté si ça vient. Sur une boude, allez, on encaisse et c'est resté.
on n'a pas cessé de trouver des opportunités, mais on n'a pas su les exploiter. Donc il va falloir continuer le travail, surtout au niveau de mon animation offensive. Notre objectif c'est clair, c'est de jouer la Super League Pro. Et je pense qu'on est en train de tituber. Mais c'est un championnat, c'est sûr que nous allons rebondir pour revenir en force. L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, a été reçue par Aziza FC sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi le dimanche 20 novembre 2022 pour la 3e journée de la Super League Pro Zone C. La rencontre s'est achevée en faveur des Portuaires sur le score de 1-0. Le récit de la rencontre avec Anaedo. L'association sportive du port autonome de Cotonou a signé sa victoire face à Aziza FC. Les Portuaires ont vaincu 1-0. Le début de la rencontre a été très équilibré entre les deux parties. Mais les hommes du port se sont imposés à leur adversaire à la 13e minute grâce à Bala Alababi. Les offensives des Blancs n'ont rien changé au score. Aspac décroche sa 2e victoire sur 2 sorties. La mission qu'on a donnée aux enfants, c'était de ne pas considérer cette équipe comme dernière, où il y a eu 2 défaites. Il fallait les prendre au sérieux. Pendant toute la semaine, on a travaillé sur le mental parce que l'idée, c'était de sortir les crocs. Parce qu'on savait qu'ils viendraient pour ne pas encaisser une 3e fois. Donc il y avait un plan de jeu établi, fermer les liaisons, voilà, sceller leur milieu de ballon, c'est ce qu'on a fait. Et je pense que le plan de jeu a été respecté à merveille par les garçons. Voilà. Aziza n'a pas démérité, on s'attendait à une vraie opposition. Et vous constatez avec nous qu'on a eu cette opposition. Maintenant, qu'importe la manière, le plus important c'était de prendre les 3 points. On retient les 3 points. Les imperfections, nous allons les corriger pour pouvoir rebondir le week-end prochain déjà face à Sitatunga. Voilà. Parlons toujours sport. La Fédération béninoise de taekwondo a tenu son assemblée générale élective le samedi 19 novembre dernier à son siège en présence de l'ensemble des délégués et présidents de clubs. Le président sortant, Victorin Koublenou, a été reconduit à la tête de cette assemblée pour un autre mandat de 4 ans au terme de ses assises. Reportage Aneldo. Les votes se sont déroulés sans aucun incident et ont donné le résultat que voici. Président, M. Koublenou Dossard Victorien. Victorin Koublenou est plébiscité à la tête de la Fédération béninoise de taekwondo. Le président sortant et son bureau exécutif ont reçu la confiance de leur père au détour de cette assemblée générale élective. Je voudrais vous dire combien je suis très honoré de votre confiance pour le scrutin que vous m'aviez et que vous nous aviez accordé. Je suis particulièrement heureux de bénéficier de votre confiance. Comme vous pouvez vous en imaginer, c'est à la fois une marque de confiance, mais également une invite et une exhortation. Représentant les autorités du monde sportif, le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois a félicité l'ensemble des acteurs du taekwondo pour la cohésion au sein de la fédération. Le Comité national olympique et sportif béninois vous dit bravo. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, vous avez vu ceux qui ont les yeux sur Bonaventure et Fernando disent mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire là? Non, ils me disaient beaucoup de choses. Notamment, nos fédérations, les bimères. Tu vois, non, tout se passe très bien. Mais c'est sa préoccupation. C'est lui le directeur du sport d'élite. Je ne vous jette pas des fleurs, s'il vous plaît. Vous méritez ce qu'on est en train de dire.
Victorin Koublenou et les siens sont donc reconduits pour un nouveau mandat de 4 ans. Ce temps permettra d'achever les chantiers en cours au sein de la fédération, de quoi lancer la discipline au plus haut niveau. La page internationale de ce lundi 21 novembre 2022 est de condenser les actualités en Égypte, en Guinée équatoriale, en Tunisie et en Colombie. Une réalisation de Nansrine Fatoumbi. La Guinée équatoriale, petit État pétrolier d'Afrique centrale, a organisé ce dimanche 20 novembre 2022 ses élections générales. En lice, il y avait 3 candidats, dont le président sortant, Teodoro Obiang Nguema, qui briguait un 6e mandat après 43 ans passés à la tête du pays. Quelques dysfonctionnements ont été observés à la fermeture des bureaux de vote. Selon les observateurs, de nombreux électeurs ont répondu présents. À titre d'exemple, sur 679 inscrits du bureau de vote d'un quartier populaire, 586 ont accompli leur devoir civil. Restons toujours en Afrique. La 27e conférence sur le changement climatique en Égypte s'est clôturée ce dimanche 20 novembre 2022 sous un bilan contrasté. Les négociations ont été longues et elles ont même débordé sur le calendrier officiel des débats. La fin de la conférence a finalement accouché d'un test très disputé sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique mais sans nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre. Le 18e sommet de la francophonie s'est achevé avec la reconduction de la secrétaire générale Louise Mushikiwabo à la tête de l'organisation de la francophonie pour un second mandat. Si le français est de plus en plus employé à travers le monde, le premier mandat de Louise Mushikiwabo semble avoir coïncidé avec une invisibilité de l'action de son organisation à l'international. Les critiques appellent à la refondation de l'espace francophonie. En Colombie, ce lundi 21 novembre 2022, les négociations reprennent à Caracas avec la guérilla de l'Armée de libération nationale. Les pourparlers avaient été suspendus il y a 4 ans après un attentat sanglant à Bogota revendiqué par cette guérilla d'obédience castriste. Le président colombien Gustavo Petro entend mener à bon terme les négociations avec l'Armée de libération nationale. Le président Gustavo Petro a également nommé comme chef négociateur Oti Patino, un ancien compagnon d'armes, aujourd'hui écrivain. Ainsi prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.